Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Point Finance, j'espère que tu vas bien. Et cette semaine, je vais te présenter 3 actions de croissance qui sont sous-valorisées. Mais je vais aussi te présenter comment j'ai analysé ces entreprises pour que toi aussi tu puisses le répliquer chez toi. Alors ces 3 actions, elles sont assez diverses, avec une entreprise chinoise, une entreprise américaine et une entreprise française. Et elles sont aussi assez différentes en termes de taille. On a une méga cap à plusieurs centaines de milliards de dollars, une mid large cap et enfin une small cap à moins d'1 milliard de capitalisation. Et donc ces 3 entreprises, je pense qu'elles peuvent vraiment offrir de bonnes perspectives de croissance sur les 5 prochaines années. Ces analyses sont entièrement fondamentales et j'ai basé les critères de sélection sur des ratios financiers, mais aussi sur les principes de Peter Lynch qu'il présente dans son livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse », qui est une véritable référence de l'investissement. Donc si le livre t'intéresse, le lien est dans la description. Donc Lynch a vraiment popularisé le concept de croissance à prix raisonnable en constatant que la valeur d'une action de croissance est déterminée tout simplement par la croissance de son bénéfice. D'où la naissance du PEG, ou Price Earnings to Growth, qui se calcule en divisant le PER d'une entreprise par le taux de croissance de ses bénéfices. Et donc si cette valeur est égale à 1, alors l'action est correctement valorisée, au-dessus elle est surévaluée, et sous 1, alors elle est sous-évaluée. Et ce PEG, combiné à des marges de sécurité et à des indicateurs de performance, va nous permettre de décider si une action représente une bonne opportunité d'investissement. Donc je vous recommande vivement d'aller lire Peter Lynch ou au moins d'aller lire sa biographie, c'est vraiment super intéressant. Et comme toujours, c'est pas un conseil, je te partage juste mes idées et tu devrais toujours faire tes propres recherches. Avant de commencer, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne. Et si tu veux encore plus de contenu, je t'invite à rejoindre notre communauté que tu vas pouvoir trouver en lien dans la description. Allez, c'est parti pour nos 3 actions. La première action que je vais te présenter, c'est Alibaba. Alors Alibaba, tu la connais forcément soit parce que tu en as entendu parler ou parce que tu l'as utilisé. C'est le géant chinois du e-commerce qui a été créé par Jack Ma en 1999. Donc l'entreprise est présente dans le commerce en ligne, que ce soit en B2B, en B2C ou en C2C, avec AliExpress, Taobao et Tmall, mais aussi avec Lazada, qui est la plus grande marketplace d'Asie du Sud-Est, donc Indonésie, Philippines, etc. Et en plus de ça, l'entreprise opère un segment infrastructure cloud et est le leader du marché en Asie. Donc en gros, Alibaba, c'est la première marketplace asiatique et le premier fournisseur de cloud asiatique. Donc c'est plutôt solide. Et au-dessus de tout ça, l'entreprise a une participation de 33% dans Ant Financial, qui est l'un des acteurs financiers asiatiques les plus larges, avec une valorisation de 300 milliards de dollars. Le groupe devait être introduit en bourse l'année dernière, mais ça s'est pas fait pour des raisons politiques, dont je reparlerai plus tard dans la vidéo. Donc voilà, Alibaba a vraiment une présence qui est très forte, et sa capitalisation boursière est de 648,58 milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle une méga capitalisation. Et le problème avec ces capitalisations qui sont énormes, c'est que souvent la croissance va ralentir. Mais du coup, c'est pas le cas d'Alibaba qui arrive à maintenir des niveaux de croissance qui sont excellents. Le chiffre d'affaires est en croissance d'environ 45% par an sur les résultats des 5 dernières années. L'exercice d'Alibaba dure de mars à mars, c'est donc pour ça qu'on peut voir les résultats de 2021. Et pour le résultat net, c'est la même chose, avec une croissance moyenne de 41,5% par an. Donc au niveau des résultats, Alibaba est super performante. Et la croissance reste quand même très forte, malgré la taille conséquente de l'entreprise. Donc tout ça, c'est très bien, mais maintenant on va regarder la structure financière et la rentabilité. Quand on regarde le ratio dette sur capitaux propres, on voit que l'entreprise est très peu endettée, avec un ratio seulement de 0,14. Donc pour donner un petit peu de contexte, idéalement je voudrais qu'une entreprise ait un ratio sous les 0,7. Et sous les 0,5, c'est encore mieux. Là, 0,14, c'est vraiment excellent. Ensuite, pour les ratios de liquidité, on a un current ratio à 1,67. C'est-à-dire que les actifs courants couvrent les passifs courants 1,67 fois, soit l'argent que l'entreprise doit à court terme. On a même un quick ratio à 1,27, c'est-à-dire que cette fois, c'est les passifs courants qui sont couverts par le cash et l'argent encaissé seulement. Donc c'est vraiment très bon, et l'entreprise a les reins super solides. Et la cerise sur le gâteau, là je crois qu'on peut vraiment pas faire mieux, c'est que l'actif courant couvre entièrement les passifs à court et long terme. C'est-à-dire que l'entreprise peut littéralement payer tout l'argent qu'elle doit avec ses actifs courants. Donc sur la solidité de la structure financière, on est vraiment au top. Et j'en attendais pas moins d'une société comme Alibaba qui est une vraie machine à profit. Et si tu as un petit peu de mal avec les ratios, je te conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet qui va normalement s'afficher ici. Maintenant, regardons la rentabilité de l'entreprise. Donc la marge brute est à 43,25%, ce qui est encore une fois très bon, et qui est un avantage compétitif. Ça veut dire qu'Alibaba vend ses produits à des prix élevés par rapport à ce que ça lui coûte. La moyenne du secteur est de 33,27%, donc on est bien au-dessus. Et pour information, Amazon par exemple est à 39,57%. La marge opérationnelle de son côté est à 16,6%,
au-dessus encore une fois des 5,54% du secteur. Donc l'entreprise est très efficace dans la gestion de ses coûts d'opération et Amazon est à 5,9% en comparaison. Donc ces niveaux de marge sont vraiment un avantage concurrentiel pour Alibaba qui vont lui permettre d'être super profitable, de même que les effets d'échelle dus à sa supériorité en tant que marketplace leader en Asie. Et ça va lui permettre de mettre cette profitabilité sous stéroïdes avec de la croissance qui est constante et solide. La notation Morningstar pour la moat d'Alibaba est wide, donc la meilleure note possible, et c'est une note qui représente les avantages concurrentiels de l'entreprise. D'ailleurs, Charlie Munger, l'associé légendaire de Warren Buffett, qui est connu notamment pour avoir développé l'investissement dans les entreprises à forts avantages concurrentiels chez Berkshire Hathaway, a récemment acheté 37 millions de dollars d'actions Alibaba, donc c'est plutôt un bon signal. Mais laissons de côté les avantages concurrentiels pour passer à la valorisation, et on va essayer de comprendre pourquoi l'action est sous-valorisée. On va commencer par calculer le PEG de Peter Lynch, et pour le taux de croissance, on va simplement prendre le taux de croissance moyen des bénéfices sur les 5 dernières années, que j'ai détaillé plus tôt dans la vidéo. Mais on va lui appliquer une première marge de sécurité de 20% pour être conservateur. Donc on va venir diviser le PE ratio par ce taux de croissance pour obtenir un PEG de 0,80. Donc si un PEG de 1 représente une entreprise justement valorisée, alors on voit bien qu'Alibaba est actuellement décoté. Mais alors du coup, quelle est sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire sa juste valeur? Donc ici on a différentes estimations de la valeur intrinsèque de l'entreprise. La première c'est la valeur intrinsèque calculée par rapport à un PEG de 1, ce qui nous donnerait un prix de 299,26 $ par action, soit une hausse de 24,75% par rapport au prix actuel. Morningstar, quant à eux, évalue la valeur intrinsèque de l'action à 313 $, soit une hausse de 30,48% par rapport au prix actuel. Et enfin, une estimation de la valeur intrinsèque en prenant en compte les résultats actualisés des 5 prochaines années par rapport au taux de croissance nous donne un prix de 402,95 $ par action, soit une hausse de quasiment 70%. Pour avoir les détails de la formule que j'ai utilisée pour la dernière estimation, des marges de sécurité et du taux d'actualisation, rejoignez la communauté sur Discord et je vais envoyer tout ça en détail. Donc Alibaba semble vraiment sous-valorisé, chose qu'on voit rarement sur les entreprises tech et sur les méga caps. En plus, on a l'un des investisseurs value les plus reconnus au monde qui a commencé à investir le mois dernier. Et le management est vraiment en place avec un PDG qui est en poste depuis 2015 et qui est dans l'entreprise depuis 2007. Bon, il y a quand même des risques et le risque principal, c'est l'environnement politique chinois. En effet, l'entreprise a eu quelques problèmes récemment avec le gouvernement, notamment l'annulation de l'introduction en bourse d'Ant Financial et des accusations de concurrence injuste. Mais le gouvernement chinois a pénalisé l'entreprise avec une amende de 2,78 milliards de dollars. Donc maintenant que le problème est résolu, à mon avis, il ne va plus y avoir de problème de ce côté-là à court terme. Pour la deuxième entreprise, on part vers les États-Unis et on laisse le secteur de la technologie pour le secteur de la santé. Et cette entreprise, c'est Centene Corporation. C'est une entreprise qui a été créée en 1984 et qui a le même PDG depuis 1996. La société est spécialisée dans l'assurance santé et les mutuelles aux États-Unis, plus précisément les services d'assurance santé pour ceux qui n'ont pas accès à des plans traditionnels. Donc l'entreprise va rendre possible l'accès à l'assurance santé au travers de programmes gouvernementaux comme Medicare ou Medicaid, qui vont donc prendre en charge les coûts des traitements. Et Centene est extrêmement bien positionné sur ces marchés. C'est le leader du programme Medicaid, et je pense que l'entreprise a vraiment une forte opportunité de croissance sur les prochaines années avec le gouvernement démocrate américain. En effet, Joe Biden a prévu de dépenser massivement dans le système de santé pour couvrir un maximum de personnes, et l'entreprise la mieux positionnée pour en profiter, c'est Centene. L'entreprise a une capitalisation boursière de 36,19 milliards de dollars, donc on est entre la fourchette haute des mid-cap et la fourchette basse des large-cap. Et c'est une machine de croissance. Le chiffre d'affaires est en croissance d'environ 29% par an sur les 5 dernières années, et pour le résultat net, là c'est encore mieux, avec une croissance moyenne de 34,9% par an. Donc sur ces résultats, Centene a une très bonne performance, et on voit que la croissance commence à s'accélérer, et je pense que ça devrait continuer dans cette direction avec l'expansion des programmes de santé aux États-Unis. Allez, on va regarder les états financiers. Quand on regarde le ratio dette sur capitaux propres, là on voit que l'entreprise est quand même plus endettée que précédemment, avec un ratio à 0,70. C'est pas un niveau énorme, mais c'est quand même assez haut. Ensuite, pour les ratios de liquidité, on a un current ratio à 1,08 et un quick ratio à 1,02. Donc c'est très bon, et l'entreprise elle est rein solide. En plus, elle a des réserves de cash qui sont élevées. Donc sur la solidité de la structure financière, on a un petit peu de dette, mais globalement, on est bien. L'entreprise peut couvrir ses obligations,
et les charges de sa dette sont largement gérables. Alors maintenant, regardons la rentabilité de l'entreprise. La marge brute est à 17,19%, ce qui est assez faible honnêtement. La moyenne du secteur étant de 25%, donc on est quand même en dessous. Mais on se rattrape un peu sur la marge opérationnelle qui est à 3,95%, au-dessus des 0,98% du secteur. Donc on a quand même de l'efficacité au niveau de la gestion, mais les marges brutes sont faibles. Après ça se comprend au vu du secteur, un prestataire comme Santen ne peut pas se permettre d'avoir des marges brutes qui sont folles. Mais j'aimerais quand même les voir s'améliorer un petit peu. Pour ce qui est du moat, Morningstar donne la note de narrow, ce qui est un petit peu plus faible qu'Alibaba par exemple, mais il y a quand même des avantages concurrentiels qui sont forts, comme les parts de marché sur le segment Medicaid, ou encore les contrats en place avec le gouvernement, mais aussi le coût de changement de prestataire pour les clients qui peut vite s'avérer très coûteux. Et donc pour ce qui est de la valorisation, le PE ratio est à 20, donc plus faible que celui du secteur qui est à 38, ça déjà en soi c'est un très bon point. Et on va calculer le PEG, et pour le taux de croissance, même principe que précédemment, et ça va nous donner un PEG de 0,717. Donc on a notre PEG qui est en dessous de 1 encore une fois, et maintenant on va suivre la même démarche qu'avec l'action précédente pour déterminer notre valeur intrinsèque. Donc cette valeur intrinsèque calculée par rapport à un PEG de 1, ça va nous donner un prix de 89,73 $ par action, soit une hausse de 39,55% par rapport au prix actuel. Morningstar, de leur côté, évalue la valeur intrinsèque de l'action à 85 $, soit une hausse de 32,19% par rapport au prix actuel. Et enfin, une estimation de la valeur intrinsèque en prenant en compte les résultats actualisés des 5 prochaines années par rapport au taux de croissance, nous donne un prix de 99,67 $ par action, soit une hausse de 55%. Donc ici, Santen apparaît comme sous-valorisé par rapport à sa valeur intrinsèque, surtout quand on prend en compte les forces qui vont porter le marché durant le mandat de Joe Biden et l'opportunité énorme que représente la santé aux États-Unis. En risque, on peut citer les marges qui sont quand même assez faibles, et c'est vraiment un point sur lequel l'entreprise peut travailler. Le PDG est là depuis plus de 20 ans, et il a réussi à livrer une croissance phénoménale. Donc je pense que c'est un point qui peut vraiment améliorer. Pour la troisième et dernière entreprise de la liste, on va laisser de côté les milliards, les États-Unis et la technologie, pour revenir en France avec une small cap qui évolue dans le secteur des piscines. Et cette entreprise, c'est Piscine des Joyaux. Et là, tu vas me dire, Vincent, qu'est-ce qui se passe? On laisse des secteurs en explosion pour le secteur des piscines. Et pourtant, d'après Peter Lynch, les meilleurs investissements viennent souvent d'entreprises qui connaissent des fortes croissances dans des secteurs peu reluisants. Et je pense que c'est vraiment le cas avec cette action. Piscine des Joyaux, c'est le leader français de la fabrication et de l'installation de piscines pour les particuliers et pour les professionnels. L'entreprise a une superbe croissance et elle est détenue à 80% par la famille des Joyaux, une vraie PME familiale. La capitalisation est de 213,83 millions d'euros, donc c'est une small cap, et elle est quasiment pas touchée par les investisseurs institutionnels, ce qui est encore un très bon point d'après Peter Lynch. Le chiffre d'affaires est en croissance d'environ 8,7% par an sur les résultats des 5 dernières années, et pour le résultat net, c'est là que l'entreprise va briller avec une croissance de 37,05% par an en moyenne. Donc l'entreprise a une croissance impressionnante dans une industrie qui est tout sauf explosive, donc ça en soi c'est déjà un très bon point. Et quand on regarde la structure financière, alors là c'est encore plus beau. Le ratio dette sur capitaux propres est de 0,22, ce qui est vraiment très faible. Donc on a un taux d'endettement qui est un vrai avantage pour l'entreprise. Ensuite, pour les ratios de liquidité, on a un current ratio à 2,18, c'est-à-dire que l'entreprise couvre plus de 2 fois ses passifs courants avec ses actifs courants. Donc ça c'est vraiment génial. Et on a un quick ratio à 1,56, donc beaucoup de cash, mais aussi un passif total qui est couvert 1,58 fois par l'actif courant. Donc c'est très bon, et l'entreprise a vraiment une structure financière très solide. Maintenant, regardons la rentabilité de l'entreprise. La marge brute est à 55,04%, ce qui est assez élevé, donc l'entreprise arrive vraiment à avoir des prix qui leur permettent de générer de grosses marges par rapport à leur coût brut. Et la marge opérationnelle, quant à elle, est de 18,16%, ce qui est très bien, donc on a aussi une bonne gestion du groupe. Alors cette gestion des coûts est un gros avantage concurrentiel, mais c'est pas le seul. On a aussi des effets d'échelle solides dus à la taille de l'entreprise. La plupart des concurrents sont des PME locales sur un marché qui est assez fragmenté. Et en plus de ça, on a une image de marque qui vient avec cette taille et qui va venir vraiment se placer en actif pour la société. Maintenant, on va regarder la valorisation. Donc le PE ratio est de 15,26, ce qui est inférieur à celui du secteur des loisirs qui est de 22,78. Et pour le PEG, on est à 0,51. Et donc la valeur intrinsèque calculée par rapport à un PEG de 1 sera de 46,22 € par action, soit une hausse de 94,2% par rapport au prix actuel. Donc là, on est vraiment sur un potentiel x2 clairement. Et enfin, une estimation de la valeur intrinsèque en prenant en compte les résultats actualisés des 5 prochaines années par rapport au taux de croissance,
ça nous donne un prix de 40,58 € par action, soit une hausse de 70,5%. Donc voilà, les small caps, c'est souvent des potentiels de croissance autour des 100%, mais ça vient aussi avec des risques, typiquement la volatilité et la liquidité. Donc il faut vraiment avoir un objectif long terme et avoir les nerfs solides. Et voilà, c'est tout pour ces 3 actions de croissance que je trouve sous-valorisées. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et si tu veux encore plus de contenu, typiquement du contenu stratégique, d'autres analyses d'actions et une plateforme d'échange entre amateurs d'investissement, je t'invite à rejoindre notre communauté, tu vas pouvoir trouver le lien dans la description. Et en attendant, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et à bientôt sur le Coin Finance.